se sentent motivés, car c'est une des maladies très sérieuses qui, à l'heure actuelle, touche des populations entières, et en particulier des enfants, dont beaucoup sont devenus orphelins. Et donc, il y a vraiment là une tâche fondamentale à faire. Je crois que nous arriverons plus facilement demain qu'hier, parce que l'Afrique est promise à un grand développement. Dans les 20 ans qui viennent, c'est l'Afrique qui sera le continent qui connaîtra le meilleur développement. Les 20 dernières années, c'était l'Asie. Maintenant, ça va être le tour de l'Afrique. Et on voit bien que les investissements publics et privés du monde, qui ne sont pas forcément d'ailleurs philanthropes, ils viennent en Afrique, et ils viennent parce qu'ils savent que l'Afrique va se développer. Et ces investissements arrivent aussi bien de Chine, de l'Inde, de l'Europe, du Brésil, des États-Unis, et convergent à l'heure actuelle vers l'Afrique. Mais pour que ces investissements se multiplient et soient le plus utilement utilisés, il est important que l'Afrique organise, plus encore qu'aujourd'hui, ses coopérations régionales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le contexte d'aujourd'hui, où on essaie de vaincre un certain nombre de grandes maladies qui sont particulièrement répandues dans le monde, et en particulier en Afrique, les efforts que fait cette société et que va faire cette association sont particulièrement méritoires. Vous pouvez compter, mesdames et messieurs, sur mon appui total pour vous aider, tant auprès des instances internationales qu'auprès des responsables français de la santé et du gouvernement français, pour vous aider dans votre mission. Je la trouve tout à fait remarquable. Je me félicite qu'elle existe. Et je fais tous mes vœux, Madame la Présidente, à votre association pour que les objectifs ambitieux que vous donnez, eh bien, vous les réalisiez le plus vite possible. Je voulais simplement rassurer Monsieur le ministre concernant la zone CEMAC, et notamment concernant la jeunesse, les enfants ou la problématique des femmes-enfants. Ça a été l'un des sujets majeurs du dernier sommet qui a eu lieu en Guinée équatoriale, et que de ce fait le président équato-guinéen Obiang Nguema a pris sur lui de faire en sorte que dans les résolutions de l'Union africaine, la cité de Sipopo soit le siège de la jeunesse de l'Union africaine. Et on sait que aussi en Guinée équatoriale, il tient à cœur au niveau de l'État de faire en sorte que toutes les maladies rares soient au cœur de l'actualité politique. Et au niveau de la CEMAC, je voudrais simplement souligner qu'il y a deux grandes entités qui travaillent dans cette zone concernant les maladies rares, et notamment la drépanocytose, qu'un mini-sommet mondial avait été organisé à l'initiative de Madame Wade et l'association Espoir de vivre va s'y accrocher, que ce mini-sommet a été organisé après que le Congo-Brazzaville ait lui-même abrité, par le biais de la Première Dame, le sommet mondial de lutte contre la drépanocytose. C'est dire que c'est un sujet fondamental au niveau de la CEMAC. Il y a l'arrimage Guinée équatoriale, Congo, et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a Madame Ouad qui avait pris langue de cette maladie à l'UNESCO parce qu'elle ne connaissait pas, et elle avait dit que ça serait parmi les priorités. C'est juste cela, Monsieur le Ministre, que je voulais souligner, et que cela rendre en compte, et que le réseau de 32 associations qui existent déjà est implanté dans 24 pays en Afrique, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Merci, c'est juste la précision que je voulais apporter avant qu'on ne passe au premier intervenant. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais dans un premier temps remercier Madame la Présidente de l'Association Espoir de Vie pour l'opportunité qu'elle me donne cet après-midi de pouvoir vous parler de la drépanocytose. Et mes vifs remerciements aussi à Monsieur Olivier Stirn pour tout le travail et tout le soutien qu'il apporte aux Français issus de la diversité. Et donc je voudrais, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'écran, donc je voudrais présenter ici la drépanocytose, et vous verrez, je parle de la drépanocytose avec une double casquette. D'abord en tant que biologiste, je suis professeur de biologie, je fais de la recherche en sciences de l'éducation,
mais aussi parce que je suis concernée de très près par cette maladie, parce que j'ai un fils aujourd'hui qui a 12 ans et qui est né drépanocytaire SS. Et pouvoir vous en parler aujourd'hui, c'est un chemin que j'ai parcouru. Parce que, quoi qu'étant biologiste et maîtrisant la maladie, quand mon fils est né avec cette maladie, il m'a fallu plus de 5 ans pour réussir à sortir de ma bouche que mon fils était malade. Pendant plus de 5 ans, j'ai commencé à dire que mon fils était malade, il devait avoir 7-8 ans. Et je vous dis qu'il a 12 ans. Donc ça ne fait pas très longtemps que j'ai réussi à parler de cette maladie. Et je l'enseigne à mes élèves. Et à chaque fois que je devais parler de la drépanocytose, mes élèves ne comprenaient pas parce que même face à ma classe, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas et mes élèves me demandaient à chaque fois, madame, et je leur disais non, mais vous savez, c'est une maladie, bon, j'ai vu tellement de personnes mourir de ça que ça me touche. Donc, ce n'est pas toujours évident quand on est parent d'enfants qui souffrent de maladies aussi graves de pouvoir en parler. Donc, vous m'excuserez si vous me sentez très émue de temps en temps. Alors donc, aujourd'hui, je voulais vraiment nous présenter ce qu'est la drépanocytose. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'elle touche les populations d'origine afro-antillaise et même afro-américaine. Mais ce n'est pas pour autant que la drépanocytose n'est pas un problème en France et dans le monde. Donc je voulais dans un premier temps nous présenter les chiffres en France et nous dire qu'en France, c'est quand même 15 000 malades, dont 10 000 dans l'Hexagone. Ce n'est pas petit. Okay? Donc, il y en a 2 000 en Martinique et à peu près 1 500 en Guadeloupe. Donc, la plus grande partie des malades de la drépanocytose se trouve en métropole. Nous avons à peu près 150 000 porteurs du trait drépanocytaire. Et tout à l'heure, je vais nous expliquer c'est quoi être porteur du trait drépanocytaire. Donc, en fait, ces 150 000 porteurs sont susceptibles de transmettre la maladie. Donc, imaginez que 150 000 personnes transmettent la maladie à un enfant. On a combien de drépanocytaires qui naissent par an? Dans le monde, la drépanocytose touche environ 300 millions de personnes. Et donc, je vous cite ma source, là où j'ai pris ces chiffres-là. Donc, en France, on a environ 350 enfants malades qui naissent chaque année. Et ce, principalement en Île-de-France et dans les Antilles. On a 130 000 à 150 000 personnes donc, qui sont porteuses du gène anormal et donc qui peuvent transmettre la drépanocytose à leur descendance. Donc, c'est une maladie génétique, mais c'est la maladie génétique la plus répandue au monde. La drépanocytose n'est pas une maladie orpheline. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie qui touche une personne sur 1 million ou 1 milliard. C'est vraiment la maladie génétique la plus répandue au monde, mais elle reste malheureusement mal connue. Alors, c'est quoi la drépanocytose? Dans un premier temps, je voudrais nous expliquer que si notre organisme est considéré comme une maison, les cellules en sont les briques. Ça veut dire que chacun de nous est formé d'un assemblage de cellules. Et la cellule a 3 constituants fondamentaux, donc la membrane, le cytoplasme et le noyau. Et dans le noyau de nos cellules, donc, nous avons tous entendu parler de l'ADN. Donc, dans le noyau de nos cellules, il y a donc cette molécule qu'on appelle l'ADN et qui a des particularités très, très importantes. C'est que l'ADN, donc, c'est une molécule, comme vous le voyez, à double bras. C'est le support de l'information génétique. C'est quoi l'information génétique? L'information génétique, d'abord, elle est codée par 4 structures qu'on appelle des nucléotides, comme vous le voyez. Il y en a 4 différents, donc, qui sont désignés par les lettres A, T, C et G. Le gène, donc, c'est la succession de nucléotides qui commande la mise en place d'un caractère précis. Donc l'information génétique, c'est l'information qui commande la mise en place de tous nos caractères. Notre taille, la couleur de notre peau, notre nez, nos cheveux, et même certains traits abstraits de notre caractère. La nervosité, des choses comme ça, certains sont liés à notre ADN, même si après il va y avoir une interaction entre les gènes et l'environnement. Donc, un gène peut avoir plusieurs versions, et chacune de ces versions s'appelle l'allèle. Comme vous voyez, là, j'ai mis 2 images de karyotypes, donc un karyotype masculin et un karyotype féminin, juste pour nous expliquer que dans le noyau, donc, notre ADN est sous forme de chromosomes
et que les êtres humains en possèdent 46 qui sont disposés en 23 paires. C'est très important, je vais quelque part. Le fait que nous ayons des chromosomes par paire veut dire qu'en fait, nous possédons 2 exemplaires de chacun de nos gènes. Parce qu'en fait, sur une même paire de chromosomes, on a exactement les mêmes gènes. Mais il y a un chromosome qui vient du père et un qui vient de la mère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, certaines versions du gène vont s'exprimer quand elles sont portées par un seul chromosome. On va dire que cet allèle est dominant, alors que d'autres ne s'expriment que quand elles sont portées par les 2 chromosomes de la même paire. Et là, on dit que les allèles sont récessifs. Le gène de l'hémoglobine, parce que c'est elle qui est en cause dans la drépanocytose, a 2 versions. La version que l'on appelle A, qui code pour l'hémoglobine normale, et la version S, qui est responsable de la drépanocytose. Alors ici, vous voyez, lorsqu'un individu a 2 versions d'un même gène sur un chromosome, on dit qu'il est homozygote par rapport à ce gène-là. Pour ce qui est de la drépanocytose, donc, si on a reçu les 2 allèles normales de ses parents, les 2 allèles normaux, il n'y a pas de souci, on est AA, on est normal. Si on a reçu un gène, une version normale et une version malade, on est hétérozygote pour la drépanocytose, mais on est un individu sain. Et ce sont eux les porteurs. Donc, ils ne font pas la maladie, ils sont sains. Et tout à l'heure, je nous expliquerai que dans les régions tropicales, le fait d'être AS présente un avantage. Par contre, l'individu qui reçoit les 2 versions du gène malade de chacun de ses parents est malade. Pourquoi il est important que je vous l'explique? Parce que dans certaines communautés, encore aujourd'hui, quand un enfant naît drépanocytaire, ou on accuse la mère, ou on accuse le père. Dans certains couples de AS, tous les 2, où ils ont eu 2, 3 enfants drépanocytaires, des fois on dit au mari, il faut chasser ta femme, elle te fait des enfants malades. Mais non, la femme n'est pas responsable de la transmission de la drépanocytose, ni même le mari. Pour qu'un enfant soit drépanocytaire, il faut qu'il ait reçu le gène malade des 2 parents. Et les parents non plus ne sont quelque part pas responsables de la transmission de la maladie parce que c'est ça l'hérédité, c'est le hasard du rencontre des gamètes qui fait qu'un enfant puisse naître drépanocytaire ou pas. Mais la responsabilité de qui que ce soit n'est pas engagée. Et je tenais vraiment à parler de cela parce que dans les réunions avec les autres parents d'enfants malades, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur foyer, surtout les femmes d'origine africaine des fois, parce qu'on les rend responsables de la maladie de l'enfant. Ce sont elles les mauvaises femmes qui font les enfants malades, alors que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas cela. Et donc, le gène de l'hémoglobine, donc l'allèle est récessif, donc pour qu'un individu drépanocytaire soit malade, il faut qu'il ait reçu donc, le gène de chacun de ses parents. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque 2 personnes AS se rencontrent? Dans nos gamètes, nous avons une version de chaque gène. Nous n'avons pas les 2 dans les gamètes. Donc, on va avoir au hasard un gamète qui aura l'allèle A. S'il rencontre un autre gamète qui a l'allèle A, il n'y a pas de problème, l'enfant est AA. S'il rencontre un gamète S, l'enfant va être AS. Ce n'est pas grave non plus. Pareil, donc ils ont 50% de chance d'avoir un AS. Par contre, si les 2 S se rencontrent, à ce moment-là, il y a 25% de risque d'avoir un enfant drépanocytaire SS. Ça, ce ne sont que des probabilités. Après, il y a des familles qui en ont 2, qui en ont 3, et parfois aussi, il y en a des AS qui n'en ont pas du tout. Et c'est tant mieux pour eux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je nous ai expliqué tout à l'heure que l'ADN, c'est une succession de nucléotides qui codent pour un caractère. Et vous savez, j'ai mis l'image pour montrer la succession de caractères qui codent pour le gène normal et pour le gène malade. Ici, c'est simplement une mutation qui s'est produite et qui a substitué, d'accord, un T et un A. Et cette substitution a fait que pour l'allèle normal, donc on n'a pas de problème, on a des hématies qui sont bien rondes, tandis que chez l'enfant drépanocytaire, on va avoir des hématies en forme de fossiles. Et ces hématies en forme de fossiles donc, vont avoir une incidence sur le comportement de l'enfant. Alors, pour nous expliquer c'est quoi une mutation, j'ai pris cette phrase. Si je nous dis « j'ai mangé le chocolat », tout le monde me comprend, ma phrase est logique. Si je dis « j'ai rangé le chocolat », on range le chocolat, c'est normal, si je n'ai pas envie de le manger, je le range dans un placard. Mais si je dis « j'ai langé le chocolat »,
Là, on va dire, Madame Dong, ça ne va plus être des blocs, il faut l'emmener à l'hôpital psychiatrique. C'est exactement ça, les mutations. Si vous regardez mes 3 phrases, qu'est-ce qui change à chaque fois d'une phrase à l'autre? Une lettre. Mais le fait que cette seule lettre change modifie tout le message contenu dans ma phrase. J'ai mangé le chocolat, j'ai rangé le chocolat, ça ne veut pas dire la même chose. Et j'ai rangé le chocolat ne veut plus rien dire. Donc certaines mutations nous font passer de j'ai mangé le chocolat, j'ai rangé le chocolat, ça reste encore dans la limite du normal. Par exemple, j'ai les yeux bleus, les yeux verts, c'est des mutations, mais ça reste normal. Par contre, la mutation observée pour la drépanocytose nous fait passer de j'ai mangé le chocolat à j'ai rangé le chocolat. On obtient quelque chose de complètement aberrant qui a des conséquences sur la santé des enfants, des drépanocytaires, c'est-à-dire ils font des anémies chroniques parce que leur hémoglobine est trop fragile. Elle est beaucoup plus fragile que l'hémoglobine normale. Elle se détruit énormément. Le taux d'hémoglobine normale varie entre 12 et 14 grammes par litre. Les enfants drépanocytaires, certains n'en ont que 6 grammes. Il y a des drépanocytaires qui vont plus ou moins bien, qui ont 8 à 9 grammes d'hémoglobine de base. C'est encore valable, mais il y en a qui ont 6 grammes d'hémoglobine de base. Et c'était le cas de mon fils. Il avait 6 grammes d'hémoglobine de base. Et le rôle de l'hémoglobine, c'est de transporter l'oxygène et de l'emmener aux cellules pour produire de l'énergie. Donc, imaginez quelqu'un qui a la moitié de l'hémoglobine normale. Comment est-ce qu'il peut se sentir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ce n'est pas une anémie passagère, c'est vraiment une anémie chronique et il avait 6 grammes de base d'hémoglobine. Et quand je l'emmenais faire des examens de sang, les médecins m'appelaient, le labo m'appelait pour dire « Madame, ramenez votre fils, il a 6 grammes d'hémoglobine. » Et je leur disais « C'est normal pour lui. » On court à l'hôpital quand il a 5. Quand il a 6, c'est encore un peu normal, on peut rester à la maison. Et donc, ces enfants sont... Alors, la drépanocytose et le paludisme, donc je me disais qu'il y a un léger avantage, c'est que le paludisme est létal pour les AA. C'est-à-dire que les personnes AA, le paludisme les tue facilement. Il faut dire que le paludisme aujourd'hui tue encore plus que le sida, même si on n'en parle pas souvent. Un enfant drépanocytaire a une chance sur 10 de survivre à une crise de palu. Donc pensons à ceux qui vivent en zone tropicale, où le paludisme n'a pas été éradiqué. Ces enfants-là, la plupart du temps, meurent du paludisme que de la drépanocytose. Par contre, les personnes AS sont résistantes au paludisme. Et donc, quand on étudie l'évolution, on justifie l'apparition de cette mutation dans le sens qu'elle a permis à ces populations de résister au paludisme, sinon toutes auraient été décimées. Pour éviter les crises, donc, les enfants drépanocytaires ne doivent pas manquer d'oxygène. Il faut absolument qu'ils soient très bien oxygénés parce que c'est quand ils manquent d'oxygène que l'hémoglobine devient de plus en plus fibreuse et qu'elle casse. Ils doivent boire beaucoup parce qu'évidemment, ayant un taux d'hémoglobine en dessous de la normale, on dit globalement qu'ils ont moins de sang. Donc, il faut qu'ils boivent beaucoup pour liquéfier ce sang et pour qu'il n'ait pas de risque d'accident vasculaire cérébral parce qu'après, ils ont les liquides qui circulent trop vite dans l'organisme, y compris dans le cerveau. Et ils ne doivent pas faire de fièvre. Donc, ce qui est très compliqué, les parents doivent faire attention à ce qu'ils ne fassent pas du tout de fièvre parce que la fièvre détruit encore le peu de globules rouges qu'ils ont. Et donc, ça aggrave leur cas. Donc, un enfant drépanocytaire, dès qu'il a 38 degrés de fièvre, on court aux urgences. On n'attend pas. 38, on est aux urgences, il faut qu'il soit transfusé immédiatement. Donc, vous imaginez la vie des parents qui doivent toujours surveiller qu'il n'ait pas de fièvre, avoir un thermomètre en permanence pour vérifier, etc. Ce n'est pas évident. Le traitement, aujourd'hui, donc, les enfants prennent les médicaments toute la vie. Et je voulais nous parler d'un traitement d'appoint pour finir, qui est aujourd'hui la greffe de moelle osseuse. Tout à l'heure, je parlais de mon fils au passé en disant qu'il avait une hémoglobine de base. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas que la drépanocytose se guérit par la greffe de moelle osseuse. On l'utilisait pour les leucémiques et il y a quelques années, on a essayé sur les drépanocytaires. Donc, heureusement, mon fils a été parmi l'un des premiers enfants greffés et la greffe a marché. Aujourd'hui, donc, il y a encore des médecins qui sont réticents parce qu'ils ne savent pas. D'ailleurs, quand j'ai dit au médecin, mon fils est greffé, il est greffé, on me dit, c'est pas à cause de la drépanocytose. J'ai dit, ben si, c'est à cause de la drépanocytose. Donc, il a été greffé l'année dernière, le 22 juillet 2010. Sa greffe a fonctionné. Aujourd'hui, il a 10